comment cette notion d'intérêt général s'apprécie-t-elle ? D'abord, la première chose à dire, c'est que les textes sont assez silencieux sur la question. Ils ne fournissent pas de critères qui permettraient de dire, dans tel et tel cas, le projet est d'intérêt général ou pas. Donc finalement, c'est à l'administration de déterminer, au regard des valeurs, du contenu du projet, qu'elle entend faire valoir, ce qu'est l'intérêt général ou pas, mais cette appréciation se fait sous le contrôle du juge. Et concernant les déclarations de projet et ce dispositif, le Conseil d'État a posé une solution jurisprudentielle, on va dire une solution de principe, assez claire, que reprennent encore aujourd'hui les juridictions qui ont à traiter les déclarations de projet. Alors, c'est un arrêt de 2013, commune de Crolles, où on apprend finalement trois choses dans cet arrêt. D'abord, le Conseil d'État nous dit que il appartient à l'autorité compétente d'établir, dit-il, de manière précise et circonstanciée l'intérêt général. Donc, les projets doivent nécessairement justifier un dossier précis, explicatif, montrant où se situe l'intérêt ou les intérêts du projet. Ensuite, le juge nous dit, mais cet intérêt général, il faut l'apprécier par rapport à un certain nombre d'objectifs. Alors, lesquels ? Eh bien, des objectifs économiques, des objectifs sociaux, des objectifs urbanistiques. Voilà la formule de l'arrêt commune de Crolles. Et puis, troisième apport de cet arrêt, il concerne le niveau de contrôle du juge. Le Conseil d'État nous explique que lorsque le juge a apprécié l'intérêt général dans ce cadre-là, dans le cadre de l'article L300-6 du Code de l'urbanisme, eh bien, il exerce un contrôle entier. Alors finalement, le juge peut exercer différents niveaux de contrôle. Pouvez-vous nous éclairer un petit peu sur ce contrôle du juge ? Oui, effectivement. On considère en général que le juge exerce un contrôle plutôt restreint lorsque l'administration dispose d'une certaine liberté d'appréciation. Et au contraire, et dans certaines circonstances, il va exercer un contrôle un peu plus poussé, qu'on qualifie de contrôle entier. Dans ce contexte-là, c'est bien le contrôle entier qui a été choisi, ce qui est d'ailleurs assez étonnant parce que pour apprécier l'intérêt général d'un projet, eh bien, forcément, l'autorité publique a des marges de manœuvre, a des marges d'appréciation. Pour autant, c'est un contrôle entier parce que c'est un processus dérogatoire. La déclaration de projet permet, en fait, de déroger aux procédures classiques d'évolution des PLU. Et comme c'est un procédé dérogatoire, le juge va porter une attention toute particulière aux motivations, aux explications fournies par l'administration sur l'intérêt général de ce projet et donc exige à la fois une explication circonstanciée de l'administration et puis une justification au regard des objectifs donc économiques, sociaux ou urbanistiques. L'appréciation de l'intérêt général ne s'appuie donc pas sur des repères inscrits dans la loi. C'est à l'administration, porteuse du projet, de justifier que son projet est d'intérêt général sous contrôle du juge. L'intérêt général d'un projet est très rarement remis en question, mais des exceptions existent. Un exemple local sur le Rhône vient illustrer cette évolution. Il s'agit de Basse-Croisette, où pour la première fois, l'arrêt de la Cour d'appel conclut à l'absence d'intérêt général en remettant en question l'analyse de la collectivité. Le projet, porté par une communauté d'agglomération, projetait d'installer 2 enseignes dans une zone d'activité d'un peu plus de 4 hectares sur des zones agricoles et naturelles. Sur saisine d'une association environnementale, le tribunal administratif, dont la décision a été confirmée par la Cour administrative d'appel de Lyon, a rendu début 2022 une décision qui confirme que le projet était dépourvu d'intérêt général, que la simple augmentation de la surface commerciale des enseignes concernées ne suffisait pas à démontrer une conséquence automatique en termes d'emploi. Ce jugement acte une évolution de la position des juges sur l'interprétation de la notion d'intérêt général. Oui, alors c'est une évolution extrêmement intéressante et en même temps difficile à caractériser. Ce qu'on peut observer quand on regarde la situation jurisprudentielle depuis 2013, c'est-à-dire depuis l'arrêt de principe du Conseil d'État, on observe
comment on pourrait dire ça, un changement dans la continuité. Voilà. Dans la continuité parce que la formule jurisprudentielle, le considérant de principe qu'on trouve dans l'arrêt Commune de Crolles, est toujours répété aujourd'hui dans tous les arrêts, jusque dans les arrêts les plus récents. Mais pour autant, le juge applique un peu différemment, a une vision un peu plus concrète de l'intérêt général lorsqu'il évalue les situations. Voilà. Et c'est en ça que c'est un changement dans la continuité. On aurait pu penser que, enfin, il était possible d'avoir des changements jurisprudentiels un peu plus significatifs parce que quand le Conseil d'État a posé la jurisprudence commune de Crolles, on était encore sous l'empire de la procédure de révision simplifiée. Ensuite, la législation a évolué, pour autant, on reste aujourd'hui dans le même raisonnement de départ, mais voilà, une attitude un petit peu différente du juge qu'on a pu caractériser au travers de l'étude jurisprudentielle qu'on a pu faire sur les 10 dernières années. Alors, on n'a pas trouvé un nombre de décisions disons, très significatif, mais en tout cas, on en a repéré suffisamment pour pouvoir tirer un certain nombre d'enseignements et identifier, on va dire, trois grandes évolutions. Alors, quelles sont-elles justement ces évolutions jurisprudentielles ? Alors, il y a d'abord une évolution dans la façon d'utiliser le raisonnement. Et moi, à mon sens, ça peut être débattu, mais ce qu'on voit, c'est un juge qui se rapproche très fortement du fameux bilan coût-avantage, c'est-à-dire de ce mode de raisonnement qu'on utilise depuis déjà un certain nombre de décennies en matière d'expropriation. Les inconvénients du projet ont fait leur apparition et semblent peser aujourd'hui beaucoup plus lourd dans le raisonnement du juge. Le juge, il appréhende le projet au regard des objectifs qui sont poursuivis, au regard de la façon dont l'administration justifie, caractérise cet intérêt général, mais il est aussi, il entend, il observe et il analyse les différents inconvénients que peuvent susciter le projet. Et ensuite, il en tire une sorte de bilan, en tout cas de conclusion, pour voir si ces objectifs ne sont pas remis en cause au vu de ces inconvénients. Alors ça, c'est une première évolution qui est assez significative et qui est assez intéressante. Alors ensuite, sans doute les juristes pourront discuter de savoir si on est dans la théorie du bilan ou pas. Je dirais peu importe concrètement. On est quand même dans un raisonnement beaucoup plus concret. On retrouve cette exigence supplémentaire du juge dans la deuxième évolution, c'est-à-dire lorsqu'il analyse finalement les arguments de l'administration à l'appui de cet intérêt général, ces éléments circonstanciés. Pour résumer les choses d'une formule, je dirais que le juge s'en laisse aujourd'hui un peu moins compter qu'avant. C'est-à-dire qu'il va regarder beaucoup plus dans le détail. C'est la situation, l'exemple qui a été donné, c'est-à-dire que la mise en place de telle zone d'activité économique ou l'extension d'une zone d'activité économique est potentiellement créatrice d'emplois. D'accord, ça c'est un objectif. Bon, mais est-ce qu'elle l'est réellement ? Ça, c'est la question que va se poser le juge. Il va regarder derrière les apparences, derrière les argumentations et des uns et des autres, pour se faire une idée, pour savoir si réellement l'extension de telle zone, tel magasin, tel secteur est créatrice d'emplois. Est-ce que les emplois créés ici ne sont pas des emplois perdus ailleurs ? Donc voilà, il va aller jusque dans ce détail de raisonnement. Bon, il y a aussi une troisième évolution qui est un peu plus difficile à caractériser, qu'on voit malgré tout assez nettement lorsqu'on lit les arrêts, les uns après les autres. Voilà, on va dire une quinzaine de décisions assez significatives a été analysée. Et c'est cette troisième évolution, c'est cette sensibilité plus forte à l'environnement, aux problématiques d'environnement. C'est évidemment un sujet et une façon de raisonner du juge qui ne se rapporte pas qu'à la déclaration de projet, qu'on voit se diffuser dans l'ensemble du contentieux,
mais on ressent tout à fait nettement que le juge est aujourd'hui plus attentif à tous les inconvénients environnementaux, les impacts sur les sols naturels, les impacts sur la faune, sur la flore, sur la biodiversité, sur les paysages également d'un projet qui vont pouvoir éventuellement, le cas échéant, contrebalancer l'intérêt général annoncé par le porteur du projet.